Bonjour, je suis très heureuse donc de vous présenter Marin Fouquet qui va vous lire un extrait de son premier roman, 7-7. Marin Fouquet, c'est l'auteur de 2 romans, 7-7 paru en 2019 et GAV paru en 2021, tous les deux chez Actes Sud. Et donc 7-7 était le monologue intérieur d'un adolescent qui, un matin, sous un abribus, alors qu'il attend le car scolaire, va décider de ne jamais prendre ce car scolaire. Et donc, tout au long de la journée, en regardant les voitures passer, il va faire une sorte de récit, initiatique immobile. Donc, on a choisi 3 extraits tout au long de ce récit que Marin donc, va vous lire tout de suite. Métallisé, métallisé, métallisé. 3 à la suite, si lentement. C'est rare. Voilà pourquoi je m'en souviens. Une hésitation, une saccade, 3 longs râles. D'habitude, les cris des pneus, c'est court, c'est net. Ça vibre le regard. Salve brève. Oui, d'habitude, ça déboule comme des balles d'un trait, ça brise la ligne droite, ça brouille la bande grise et la surface brune, s'étirant derrière sur des kilomètres de marron, attend perdre la vue, une tache qui passe. Épis de blé se penche. Bref vombrissement. Gravillon éjecté dans le fossé. Virage au loin. Poussière qui retombe. Retour au silence. D'habitude, en règle générale, c'est métallisé, c'est rapide. Ça ne fait que passer. Ça ne s'attarde pas. Et pourquoi ça s'attarderait ? Court cri strident, il fonce. Pour le boulot, pour le mouvement, pour le tumulte. Fonce sur Paris, fonce sur le bitume, fonce dans le brouillard. Mais aujourd'hui, ce matin, c'était lent. Ça ne criait pas. Ça chantonnait presque. Comme une profonde inspiration avant le saut, une turbine en peine qui refuse la noyade, le bourdonnement d'un bourré qui dort, le bruit au-dedans du silo à grains ou le long râle du Fent 301 du père Mandrin qu'on entendrait au loin, à peine sa silhouette aperçue au bout des terres que déjà son grondement dans tes oreilles. Et de longues dizaines de minutes plus tard, ces jantes rouges sous ton regard, mastodonte, vaste cercle qui écrase le bitume et disparaissent petit à petit en laissant le fracas, et puis le vacarme, et puis le bruit, et puis le son, et puis le souffle, et puis l'écho, et puis le chuchot, et puis le doute, et le soupir, et puis plus rien. Le silence du 7-7. Oui, 3 à la suite métallisés comme ça, aussi lentement ce matin, juste avant que le car ne passe, c'est rare. Rare qu'on voit. Comme si ça ralentissait exprès en passant devant l'abri. Comme si ça voulait marquer le coup. On l'a tous remarqué. On ne se l'est pas dit parce qu'on ne se dit jamais rien, mais on l'a tous remarqué. Ça se voyait à nos tronches, qu'on s'y attendait pas. Drôle de convoi. Surtout à cette heure-ci, le soleil presque pas debout, le brouillard qui mange encore la terre, le vent se lèvera bientôt. Alors, on a fait de drôles de tronches, et puis on s'est tu. Renfoncer sa gueule dans l'abri. Drôle de convoi n'empêche, pour un matin dans le 7-7. C'est rare d'en voir 3 à la suite de métallisés qui passent si lentement avant même que le car n'arrive, s'arrêtent, se remplissent, repartent au loin sur la bande de bitume, le vrombrissement du moteur et les doigts d'honneur par la grande vitre arrière rectangle qui reflète et s'enfonce dans le 7-7. 7-7, c'est le département. Ça se revendique. C'est quelque chose. Plus grand que le 9-3 même, le 7-7. On ne dit pas 77. On dit 7-7. Comme une salve qui briserait le silence. C'est important, ici, le silence. Il est partout. Le ronronnement de la nationale au loin, le chant du tracteur parfois,
les pylônes électriques comme des cigales, toujours, et ça et là, des aboiements de chiens. C'est un silence spécial, le silence du Sud 7-7. On dit Sud 7-7 parce qu'ici, c'est pas Paris. Tu peux partir en vacances dans le monde entier, à Rouen par exemple. Si tu dis que tu viens du 7-7, tu verras. Ils te diront Paris. Du coup, on dit Sud 7-7. Ça sonne plus exotique, plus ailleurs. Ça sent presque la mer. On sait bien qu'on est du 7-7, mais ça marque la différence parce qu'ici, c'est pas Paris. Pas encore, pas comme le Nord 7-7. Ici, tant que le bitume n'aura pas tout recouvert, des vagues de bitume qui enroulent l'horizon, ça restera chez nous. Et chez nous, c'est vert, c'est gris et c'est marron. Surtout marron. Vu d'en haut, quadrillage marron. Il n'y a que le silo rond, la centrale électrique carrée, les pylônes triangles et les bagnures rectangles qui sont métallisés. Et ce matin, métallisé, métallisé, métallisé. Rapide. Rare. Pour ça que je m'en souviens. À une époque, ça aurait rapporté des points. Un max de points même. Ou bien un présage, un dangereux présage. On l'a tous remarqué, mais on s'est tu. Renfoncer sa gueule dans la capuche. Se taire dans l'abri. On se tait tout le temps le matin. Ce matin aussi. Pas vraiment envie de parler. Les pensées encore dans les cornflakes, du dentifrice au coin des lèvres et les cheveux tout ébouriffés. Un épi se battant sous la couche de gel. Et puis on se connaît pas. Ou plutôt, on se connaît plus. Dispersés dans plein de bahuts. Passe vraiment du temps ensemble qu'ici, à l'arrêt de car, les matins. Nous, on a toujours la même place, chacun sa place, et chacun sa destination. Le traître, par exemple, celui adossé contre le mur de l'abri, mon ancien meilleur ami, il est parti dans le privé, à Sainte-ta-Mère-la-Bâtarde, avec interdiction de mettre des baguilles à les fesses ou des chaussures pleines de trous, une certaine longueur de jupe pour les filles et une certaine longueur de cheveux pour les garçons. Inversement proportionnel. Alors lui, il a ses petites chaussures et son petit pantalon et son petit pull et son petit col et sa petite veste, sa petite gueule bien tenue sur ses petites épaules. Et il me parle déjà plus depuis longtemps. Ses parents qui lui ont interdit. Alors que les tuyas de la dame du 23, c'était son idée. Il y a aussi la fille Novembre et ses cheveux tirés en chignon en haut du crâne. Tellement tirés qu'on lui voit les pellicules et les yeux qui brident comme deux traits. Le mascara comme des phares dans la brume, scrute son téléphone chaque matin. Ancrée grave qu'elle est sur le banc de l'arrêt de car. La fille Novembre, avant aussi, on se connaissait. Et puis elle a changé. Maintenant, elle est chez les Bourges, à François 1er, Fontainebleau, dans les écouteurs, toujours de la musique branchée. Et chaque matin, quand le car s'arrête, elle monte dedans de sa démarche digne, toc-toc, des talons sur chaque marche. Et à peine le chauffeur dépassé, à peine dans l'allée centrale du car, elle détache ses cheveux, longue étendue brune qui tombe en bas de son dos et le caresse en balancier. Chute de cheveux, nuage de pellicule, c'est comme ça chaque matin. Métallisé, gris métallisé, rapide, un bel engin. Ce qui vient de brouiller mon regard, ce qui vient de passer en trombe à ce moment de mes pensées de ce matin, ce qui vient de vrombrir devant l'abri, était sûrement un bel engin. Quasiment pas entendu avant, tellement d'écho après son passage. Propulsé à plus de 100 km/h dans la ligne droite, c'est sûr. Vitesse habituelle quand on passe par ici. Pas comme le convoi de plus tôt, avant le car. Métallisé, métallisé, métallisé. Je m'en souviens. Étrange. Je tire encore une latte et retourne à mes observations de la terre grasse en face de moi. J'imagine souvent les vers au-dedans qui se rampent les uns sur les autres, qui se contractent et s'étirent par mailles comme pour former des nœuds. Des sacs de nœuds de verre tellement entrelacés qu'on pourrait en faire des boules, tellement entremêlés que ça ferait du bordel de verre. Ça fait quel bruit, les verres? Un raclement? Ce raclement? Non, ça c'est plutôt le bruit d'un raclement de godasses sur le bitume, quelqu'un qui vient. Alors je me lève de mon banc pour m'approcher du cercle dans le mur latéral gauche de l'abri, avec vue sur le hameau. Rien qu'à la silhouette ramassée, rien qu'à sa vitesse d'escargot, je sais qui c'est. Et je sais qu'il n'y a rien à craindre. Me rassois, rallume mon pilon, retourne à la terre grasse et ses vers.
Je suis certain que s'il se mettait à former d'abord une petite boule de rien du tout, mais en perpétuel mouvement, une petite boule qui n'aurait de cesse de grossir à mesure qu'elle avance, à mesure du rajout des vers, une petite boule qui prendrait de l'ampleur à chaque fois que se rallie l'un des nombreux vers de cette terre grasse qui s'étend à perte de vue sur des milliers de nuances de marron que sont les parcelles du Permandrin, je suis sûr qu'à force de se mêler les uns les autres, les vers formeraient une grosse boule de verre, jusqu'à pouvoir enfin se mettre à sortir de terre, bien haute la boule, bien compacte la boule, bien dans l'inertie la boule, et prête à rouler vers le hameau. Écraser tout sur son passage. Et le bitume, et les maisons aux toits rouges, et le hangar, et les caravanes dedans, et le silo à grains. Plus de Paris, plus de 7-7, rien. Alors, là aussi, la poussière recouvrirait la terre. Ce serait bien. J'étais là à penser à comment organiser les vers entre eux pour former une telle boule quand ils me sont apparus, les gros sillons sous ses yeux. Tracés du va-et-vient des années, courbes dans l'encadrement de ses cheveux blancs, courbes de ses oreilles à l'arête de son nez, comme le tracteur va d'un bout à l'autre des grands champs, ligne profonde, tracteur acharné dans la peau grasse de son visage, la vieille. On en a plein des vieux. Mais elle, c'est différent. Elle apparaît toujours comme ça, la vieille. Tu crois que tu l'as vue au bout de ta rue, tu crois qu'elle est au loin, que toi t'as le temps de voir venir et elle le temps de se perdre, et tac, d'un coup, elle est sur tes côtes. Sa vieille face à 2 centimètres de la tienne. Une fois, petit, on était dans le salon de la fille Novembre. Ses parents qui n'étaient pas là. Il y avait Enzo, la fille Novembre, et puis moi. La petite bande. On jouait, et d'un coup, elle était là, la vieille. Ça veut dire qu'elle avait eu le cran de passer le portail, traverser la cour pavée, monter les escaliers de pierre, franchir la porte et aller jusqu'au salon en passant par les couloirs pour débouler là, juste en face de nous. Ses sillons sous les yeux et son regard vide. À petits pas, elle s'était approchée de nous, je me rappelle. Légère pause, et d'un coup d'un seul, avait plongé sa main dans le décolleté de la fille Novembre. « Oh, c'est un joli petit lot, ça !» elle avait dit. C'est vrai qu'avec le recul, la fille Novembre commençait à avoir un joli petit lot. Mais à l'époque, je ne connaissais pas le grand Kevin, alors j'y pensais pas. Et quand on a vu la tronche que tirait la fille Novembre, à pas savoir quoi foutre de cette vieille main noueuse dans sa brassière, Enzo a dit à la vieille qu'elle n'avait pas à faire ça, que c'était dégueulasse, qu'il fallait qu'elle se tire, je me rappelle. Mais comme j'avais les cheveux mi-longs en ce temps-là, pas été chez le coiffeur depuis un bail, elle a rajouté, je m'en souviens très bien, « Vous, par contre, il n'y a pas grand-chose qui pousse, mademoiselle. » Alors là, je l'ai foutue dehors, sur le perron de pierre, en la poussant dans le dos. Et comme elle faisait des tours à raser les murs dans la cour, avec Enzo, on l'a mis à la rue, de l'autre côté du portail, je me souviens. Normalement, il faut la ramener jusqu'à chez elle. C'est ce que tout le monde fait au hameau, on a l'habitude, il faut la prendre par le bras et la tirer pendant qu'elle cause des types de fleurs de son jardin, la tirer jusqu'à la dernière maison au bout de la rue, au croisement qui déboule sur la route des Grands Champs, sa maison où son mari l'attend. Son mari, il sort plus trop. Même pas pour la rattraper dans ses aventures. Il a lâché l'affaire. Reste devant la télé, à marmonner un merci du fond de son fauteuil et puis on referme la porte. Jusqu'à la prochaine évasion. C'est comme ça et tout le monde le sait. Mais cette fois-là, il y a plusieurs années, quand elle a déboulé chez la fille Novembre, alors qu'on jouait, on l'a juste foutue à la rue. La flemme de remonter jusqu'à chez elle. Et puis on est retourné dans le salon, jouer et se moquer du joli petit lot de la fille Novembre. C'est vrai qu'on ne l'avait pas remarqué avant ça. Ces 2 petits monts qui naissaient sur son torse là, sous les clavicules sèches et son menton dessiné au canif, ces 2 petits monts surmontés de ces 2 petits dômes, de plus en plus durs à tendre le tissu pareil à une jeune trique dans un froc, excitation môme, sans même y penser, comme un fou rire, quand on jouait dans les champs, à se tacler en pleine course et se plaquer dans la terre, les 2 mains fermement maintenues au sol, par les 2 poignes de l'autre, à s'agiter comme on pouvait, à se débattre, à tenter la gueule pleine la gorge, pendant que le 3e t'en mettait plein la bouche, terre, herbe, épis, fleurs, qu'importe. Et on te lâchait, et tu recrachais le tout, aux éclats. Jaune. Je ne sais plus vraiment si la voiture qui vient de passer était bel et bien jaune, ou si je l'ai imaginé comme ça. Disparu tellement vite. Jaune comme les tournesols. Le père Mandrin en semait parfois dans ses grands champs les tournesols. Avant,
On adorait se poursuivre et s'y perdre dedans tous les trois. Dingues les tournesols, comme ça sait où est le soleil, en discussion permanente. Et puis, il y en a toujours un qui refuse le mouvement, qui regarde ailleurs. Seul contre tout, c'est le soleil, il en faut de la force. La fille Novembre, elle était de cette force-là. La force du tournesol qui mate pas le soleil. Elle avait décidé qu'on irait à la mer en secret le soir même, alors on allait y aller. C'était sûr. Fallait surtout rien dire à personne, ni au père Mandrin qui voudrait absolument aider nos parents à nous retrouver, ni à la vieille qui risquerait de balancer ça dans l'une de ses rêveries éveillées, ni au dernier des pompistes qui buvait trop. Rien. Personne. Juste entre nous trois. La fille Novembre aurait le courage, c'était sûr. Moi, chez moi, c'était compliqué, donc plus simple pour disparaître. Mais Enzo, il devait pas craquer. Parce qu'on le connaissait, et sa mère était tellement prudente de tout qu'elle lui avait transmis le goût de la peur. Rien. Personne. On se rejoindrait tous les trois sous l'abri après le dîner à 23h, et on partirait à pied par la route, en espérant que la lune ne serait pas trop grosse et n'y mènerait pas trop le bitume. Je regrettais que le jeu de la vache ne m'ait pas donné de quad. Ça aurait été parfait pour fendre l'air et bouffer du kilomètre jusqu'à la mer. On est resté là, sous l'arbre, pendant toute l'après-midi, à causer de la cabane qu'on se construirait dans le sable, une cabane aussi grande que l'abri, et on a même un peu chahuté dans la terre, pas jusqu'à se faire bouffer des vers, mais chahuté quand même. C'était bon. Ça ne sentait plus le feu de tonte au loin, et le soleil déclinait sérieusement quand on a déboulé dans la rue du hameau. Ils m'ont laissé devant mon portail défoncé. J'ai tourné la poignée rouillée et refermé, le grand battement, dans son crissement habituel. J'ai traversé la cour, monté les marches du perron, ouvert la porte, son carillon, pris quelques biscuits dans la boîte en fer de la cuisine pour tenir le coup, des vêtements dans la commode de ma chambre, tout fourré dans un sac, suis retourné dans l'entrée. Par l'entrebâillement de la porte du salon, le daron allongé dans un canapé, yeux au plafond. Je suis tout de suite reparti dans la rue. J'ai ni portable ni montre, alors je voulais pas rater le rendez-vous. Et puis qu'est-ce que j'avais à foutre chez moi? On allait à la mer. J'y mangerais des poissons, mieux que les pâtes. Assis dans l'abri ce soir-là, à écouter les raclements de pieds sous les tables du vieux qui dînait et les aboiements de chiens au loin, j'ai pensé aux vagues. J'y ai déjà été, tout petit. Je m'en souviens pas, mais je le sais parce qu'il y a une photo dans le salon avec le cadre doré et la poussière. J'ai le cul sur une serviette de plage et on dirait que je suis heureux, à sourire et regarder si intensément l'objectif. Mais en fait, c'est de la panique. On me l'a dit. Je n'étais pas du tout heureux, j'avais peur du sable. Tellement peur qu'on pouvait me laisser seul sur la serviette pendant des heures. Impossible que je rampe au loin. Sûrement parce que le sable, ça grouille, comme les vers. Maintenant, ça me happe. Je pensais à tout ça, ce soir-là, dans l'abri, à attendre la fugue et les bruits de vaisselle par les fenêtres entrouvertes des maisons. Ça s'entrechoquait, la vaisselle, en la nettoyant. Et la vieille qui regardait par sa vitre dans ma direction sans vraiment me voir, comme chaque soir. Rien. Personne. Elle ne voyait rien que de la buée. Il n'y avait rien à voir d'ailleurs. Rien que moi. Ni Enzo, ni la fille Novembre ne venaient. Comme je n'ai ni montre ni portable, aucune idée de l'heure. La lune comme unique signalétique. Elle cherchait la route du soleil, la lune, marquant les différentes étapes de ma capuche à mes pieds en glissant sur la dalle par le hublot dans le mur. Face à moi, la terre devenait noirâtre et les phares des bagnoles de la Nationale perçaient les arbres au loin. Raies de lumière pour fasciner la vieille, éblouir les lapins, balayer les vers, éclairer les sillons. Noir. Crochet du droit dans mâchoire, craque, serrage de gorge main gauche, souffle, étranglement à plaie, râle, pied touche plus sol, vertige, rouge, suffocation, relâche, pression, chute, impact, sourd.
corps en fœtus sur dalle de béton. Je tremblais. La voiture noire qui venait de se garer devant l'abri ce soir-là était la Golf du Fléau. Le moteur tournait toujours. La patate qui m'était rentrée dans la gueule et les doigts qui m'avaient enserré, c'était à lui aussi. Tous ceux qui disent que les mots font plus mal que les coups n'ont jamais rencontré le père de la fille Novembre. Il a l'intelligence des coups, son père, comme si sa main t'avait compris, entièrement, frappé où ça faisait mal, presque du talent. Il en fallait pour pouvoir faire le mal à la fille Novembre, du talent. Elle était tellement forte. Et moi, si peu. Entre ses mains, je n'étais même pas un sac de frappe, suspendu à sa chaîne de fer. Même pas un entraînement de base, même pas une promenade de santé. Il me frappait sans me voir, le fléau. Il faisait son cardio. Sa grosse moustache vibrait quand il me hurlait des insultes dessus, en rage. Et c'est vrai qu'il avait un accent comme d'un autre pays. Est-ce que je l'avais déjà remarqué avant? Aucune idée. Mais là, c'était flagrant. Fils de pédale, petite pute, ta fiole, il gueulait. Je me blottissais dans un coin de l'abri, tête dans capuche, ne plus rien voir pour que ça passe. Il ne me voyait pas, je ne voulais pas le voir. Juste les coups, entre nous. J'aurais aimé que le hublot dans le mur soit plus bas, que je puisse m'y glisser, ramper dans la terre et m'y onduler jusqu'au pylône électrique et le mont et les chiens, ou au moins y passer la tête, voir la lune, j'aurais aimé. Mais seul le coin froid de l'abri s'offrait à moi en réconfort. Mon angle à fœtus, mon refuge à colonne, mon enclos. Le fléau m'y servait ses godasses tout en m'insultant. Il voulait savoir où cette petite tafiole que j'étais comptait aller avec sa fille. Où? Il voulait une réponse et vite, sinon il allait me terminer. Où? À la mer. Il m'a fait répéter. À la mer. J'ai répété une deuxième fois et c'est les vagues qui se retiraient. Quand la portière a claqué et que le frein à main de la Golf noire s'est desserré, j'ai vu par la fenêtre, passager, le visage de la fille Novembre. Ses cheveux longs comme des rideaux entr'ouverts sur ses yeux bleus, sa bouche large, ses traits de couteau. Le visage de la fille Novembre. Tuméfié. Je crois que la lune n'exagérait pas ce soir-là. La Golf a fait demi-tour dans le champ, gravillon, crissement, est repartie, immense fracas, virage de nerfs, vers le hameau, et sa dernière maison d'où la fille Novembre ne sortirait plus, jusqu'à son départ pour le pays. Je n'ai plus jamais regardé dans les yeux la fille Novembre. J'ai appris plus tard qu'elle avait promis à son père que le sac à dos qu'elle portait, en descendant les escaliers, sur la pointe des pieds, c'était pour une virée nocturne dans le bourg. Pas trop loin. Pas trop grave. Rien de pire. Je l'avais trahi.